Catherine Doxy, bonjour. Vous êtes donc médium voyante et je vais réaliser votre interview. Bonjour. Donc, voulez-vous nous parler de ce qui distingue la médiumnité de la voyance ? Alors, on fait souvent un amalgame entre ces deux termes. La voyance, c'est le fait de prédire l'avenir avec un outil simple, qui peut être le tarot, qui peut être les cartes, quand on est cartomancienne comme moi. Bien souvent d'ailleurs c'est le tarot et encore plus souvent le tarot de Marseille. D'accord. Ces outils ésotériques déclenchent ou non des flashs. C'est pas, le propos des flashs n'est pas lié à la voyante. La voyante prend deux cartes et lit leur signification l'une avec l'autre. D'accord. Être médium, c'est effectuer un contact avec un autre plan de conscience. Nous vivons sur le plan Terre, et donc c'est effectuer un contact entre le plan Terre et le plan des esprits qu'on appelle assez communément l'astral. Pour cela, on utilise ou non un support, ça n'a strictement aucune importance. Il est vrai que les médiums purs sont plutôt rares, mais en revanche, on peut être tout à fait médium pur, avoir des informations qu'on entend ou qu'on voit, auquel cas on parle de clairvoyance ou de clairaudience, et à partir de là, donc, donner les informations à la personne qui vous interroge. D'accord, très bien. Donc être médium, c'est avoir un don ? Non, ça je m'insurge beaucoup sur cette terminologie qu'utilisent parfois mes confrères et consoeurs. Ce n'est pas un don. Moi je dis que c'est une faveur divine. Il y a une nuance qui est de taille. Une faveur, on vous la donne et on vous la retire. Un don, une fois qu'on l'a, on l'a, on ne peut pas vous l'enlever. Ou en principe, on ne vous l'enlève pas. On l'a pour toute une incarnation. Or, si on ne réalise pas les prédictions et si on ne réalise pas son travail comme il doit être normalement réalisé, cette faveur divine peut nous être enlevée. On ne l'a pas pour rien. C'est pour une finalité importante qui n'est pas de notre ressort. Alors, par exemple, je vais vous donner une des raisons qui pourrait être qu'on enlève cette faveur divine. J'ai pour instruction formelle de ne jamais dire la mort. Ah oui, d'accord. La mort, c'est la mort du consultant ou d'une tierce personne. Si je venais à transgresser cette loi, car pour moi c'est une loi, on pourrait, les instances supérieures pourraient décider de m'enlever cette faveur, c'est-à-dire que je ne capte plus aucun message. Et pour vous, ce serait grave ? Ce serait très grave, au-delà de grave, parce que, étant médium de naissance, je vis avec cette capacité depuis l'âge de 12 ans. Donc il va de soi que la perdre, c'est perdre aussi ma mission de vie. C'est-à-dire que ma mission de vie est d'aider les autres à l'aide de ces capacités de médium. Et si je ne les ai plus, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Oui, très bien. Depuis quand avez-vous découvert cette capacité ? Alors, cette capacité de médium, je l'ai découverte très tôt. J'avais 12 ans, au moment de ma communion solennelle. Et d'ailleurs, ça a été un choc assez violent pour ce qui me concerne, puisque j'ai souhaité à ce moment-là devenir religieuse. Ça a été tellement fort que je me suis dit, je dois consacrer ma vie à Dieu. Ce à quoi ma maman, dans sa grande sagesse, m'a répondu, passe ton bac d'abord, on verra après. D'accord. Ensuite, quand on est jeune, on peut avoir des flashs et être médium, avoir des flashs, entendre des esprits, les voir. En revanche, c'est quelque chose qui souvent est éphémère, c'est-à-dire que ça arrive une fois, ça repart, ça revient, ça repart. Enfin, ça n'est pas dans le continu, ou assez rarement dans le continu. Ensuite, moi, j'ai constaté à l'âge de 18 ans que là, j'avais des flashs sur les résultats du baccalauréat. Nous étions 5 amis, j'ai donné les résultats, celle qui aurait mention, celle qui raterait, etc. J'ai donné les résultats aux 5 amis. D'accord. Donc j'entendais une voix féminine et je lui disais souvent « Qui es-tu » Un jour, elle me propose de poser la question à ma mère et elle lui révèle
un secret de famille qui était connu simplement et de ma mère et de ma grand-mère maternelle qui est décédée également. D'accord. Lorsqu'elle a révélé ce secret de famille, ma mère m'a dit tout de suite, c'est Jeanne. Donc depuis, je sais que je capte Jeanne et je valide d'ailleurs ce fait-là, enfin j'ai validé plusieurs fois ce fait-là, car chaque fois que j'avais une communication et que je transmettais à ma mère, Jeanne lui donnait des petits indices, des petites choses rigolotes qui faisaient dire à maman, eh bien, ah oui, c'est bien ma sœur, puisque c'est une sœur de ma mère. D'accord, très bien. C'est donc grâce à Jeanne que vous pouvez transmettre des messages. Alors, je ne passe que par Jeanne, sauf cas très exceptionnel où j'ai des autorisations particulières, notamment pour des personnes décédés qui veulent communiquer avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et réciproquement. Des demandes de famille qui disent « je veux parler à maman » ou à un membre de ma famille. Donc, dans 98% des cas, je passe par Jeanne, parce que Jeanne est un esprit du haut astral qui a donc accès au livre de vie, et là on parle de vie au pluriel, en tenant compte des réincarnations, donc qui a donc accès au livre de vie de mes consultants, alors que des membres de famille des consultants décédés n'ont pas forcément accès à ces livres de vie. Et puis ils peuvent aussi avoir des réponses partielles à faire, hein. Ils ne sont pas forcément pur amour et pur esprit, donc ils peuvent aussi avoir un intérêt quelconque à donner des réponses. Donc au moins lorsque c'est Jeanne, je suis certaine de la neutralité bienveillante de ces réponses. D'accord. Et est-ce qu'on peut considérer que Jeanne est un ange gardien ? Oui, absolument. Jeanne est mon ange gardien de naissance. Elle me suit depuis ma naissance, puisqu'elle est décédée 12 ans avant que je ne naisse, et elle me suivra jusqu'à ma mort. Alors, le côté ange gardien, c'est à la fois pour ce qui la concerne, elle me, on va dire entre guillemets, facilite la vie quotidienne. Si j'ai des choses à demander, de l'aide à demander, c'est elle qui est au premier chef à devoir répondre. Et pour ce qui me concerne, aussi et surtout, elle m'aide, ou en tout cas, elle me transmet des messages par le biais des consultations voyantes. C'est un esprit relais, en plus d'être un ange gardien. Oui, d'accord. Les anges gardiens sont-ils tous du même niveau ? Non, en quelque sorte, on a les anges gardiens qu'on mérite. Et quand je dis ça, je ne fais pas de référence par rapport à des faits sociétaux, je fais référence à l'âme. C'est-à-dire que si on a une belle âme, on a un ange gardien élevé. Si on a une âme un petit peu moins belle, ben on va avoir un ange gardien de son niveau, ce qui est tout à fait légitime. Oui, d'accord. Et pouvez-vous savoir qui sont les anges gardiens de vos clients ? Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs une question assez fréquente. Il est normal et légitime qu'un consultant souhaite savoir à qui s'adresser pour obtenir de l'aide, à qui s'adresser dans ce qu'on appelle, nous, sur Terre, l'au-delà ou l'autre côté, peu importe comment on le nomme. C'est vraiment une référence. Donc savoir à qui poser des questions et à qui demander de l'aide, oui, c'est une question très courante et c'est une question à laquelle je peux tout à fait répondre. D'accord. Donc vous avez évoqué le livre de vie. Qu'est-ce que c'est et est-il écrit une bonne fois pour toutes ? On entre en plein dans le spiritisme. Une âme naît. Elle va passer un certain nombre d'épreuves qu'elle doit réussir pour devenir ou pour tendre à la perfection et se fondre dans le grand tout, c'est-à-dire dans l'amour parfait, l'amour divin en quelque sorte. La difficulté, c'est que ces épreuves, on ne les réussit pas toutes. Donc on est obligé, dans cette vie ou dans d'autres, de revenir pour les passer et les réussir. Il y a une invention extraordinaire qui s'appelle le karma. Le karma, c'est la loi de cause à effet. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose de bien, en contrepartie, on reçoit quelque chose de bien, un bénéfice. On fait quelque chose de mal, on va devoir rembourser, en quelque sorte, la dette. Oui. Donc, si on va faire quelque chose de bien à une tierce personne, elle va vous devoir
quelque chose de bien, mais si on fait quelque chose de mal, l'autre va vous devoir quelque chose de mal. Ça paraît logique. Ça paraît logique, jusque-là. Ça peut durer longtemps. Oui. Ça peut durer longtemps parce qu'en plus, comme on ne le sait pas consciemment, évidemment que on ne va pas pouvoir réparer systématiquement. C'est-à-dire que des fois, on passe, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple tout bête, on passe à la caisse d'un supermarché, une personne a 3 objets, ça nous coûte quoi de la laisser passer? On la laisse passer. Eh bien peut-être qu'on a réparé du karma, sans même le savoir. C'est-à-dire que cette personne, dans une autre vie, avait rendu un service qu'il convenait de lui rendre de nouveau, eh bien, on a réparé du karma. Si tel n'est pas le cas, si c'est une première rencontre, ben, ça peut vouloir dire aussi que dans la vie suivante, ben, elle nous devra un petit service. D'accord. Donc c'est pour ça que ça peut être excessivement long. Oui. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est que Jeanne, quand je parlais de Jeanne tout à l'heure et du livre de vie, elle a accès à tout ça. C'est comme si elle ouvrait la porte d'une bibliothèque, et je dirais même d'une bibliothèque nationale, internationale, interstellaire, comme vous voulez. Parfois dans cette vie, on a des épreuves en relation avec des événements survenus dans d'autres vies. Et comme elle a accès à ces autres vies, eh bien, elle peut guider mieux le consultant. D'accord. Une question naïve peut-être, on a l'impression que de l'autre côté, ils sont équipés d'une technologie extraordinaire. Alors, c'est le mental à l'état pur, c'est la mémoire divine. Au-delà de ça, chaque âme est porteuse de sa propre mémoire. C'est-à-dire que c'est pas toutes les vies qui sont dans une bibliothèque, comme je disais tout à l'heure avec un peu d'humour, ce sont chaque âme, par exemple la vôtre, la mienne, qui est porteuse de sa mémoire, de son livre de vie. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de technologie en réalité. Oui. Ce n'est pas une question naïve, je trouve que c'est une question extraordinairement terrestre, terrienne et cartésienne. Et concernant les choses qui ne sont pas advenues, qu'est-ce qui est écrit ? Alors, c'est la trame, c'est le résiduel karmique, c'est-à-dire que lorsque un enfant, enfin un bébé va naître, il vient avec son résiduel karmique, c'est-à-dire ses dettes et les dettes des autres en quelque sorte, et c'est ça qui est écrit. Le reste n'est absolument pas écrit puisque c'est l'âme qui, en réalisant ses épreuves, va faire évoluer de façon à tendre à la perfection. D'accord. Pouvez-vous nous parler du phénomène de l'oubli ? Alors, lorsqu'on s'incarne, lorsqu'on naît, on boit le fleuve de l'oubli. Ça a une importance vitale parce que si on arrivait à l'incarnation avec la mémoire des vies passées, ce serait absolument insoutenable. Parfois, on a quelques bribes qui passent, c'est-à-dire des lieux où on se retrouve et on se dit « tiens, je connais déjà » alors qu'on n'est jamais venu dans cette vie-là. Mais en revanche, il est nécessaire pour le mental et pour l'équilibre de l'individu de ne pas amener tous ses souvenirs. D'accord. Avoir des révélations sur ses vies antérieures, est-ce que c'est souhaitable ? Ça pourrait peut-être aider à réparer ? Alors, de toute façon, la voyance comme la médiumnité remue les énergies astrales. De toute façon, qu'on en ait conscience ou non, c'est un fait. Maintenant, si on parle de vie antérieure, je ne suis pas, moi, vraiment convaincue du bien fondé de révélation. Ça peut avoir des impacts assez remuants pour une personne incarnée et plutôt dommageables. C'est-à-dire que si on sait qu'on a commis un acte très répréhensible dans une autre vie, aujourd'hui, on n'en a plus la culpabilité, en tout cas la culpabilité consciente. Or, en avoir la révélation, c'est dire pouvoir l'assumer. Oui. Donc, c'est pas forcément souhaitable. Et puis bon, si on boit le fleuve de l'oubli, moi, à mon sens, c'est quand même pas pour rien. Oui, c'est sûr. Autrement, on viendrait avec et ça résoudrait tout. Je crois que le karmique, de toute façon, on le résout,
qu'on sache ou non pourquoi, on le résout de fait. Donc parfois il est important d'être sage et puis de se dire bon, ça se fait et ça se fera et tout va bien. Oui, d'accord. Alors donc je voudrais revenir à la voyance proprement dite. Quels sont les délais de survenance des événements? Donc là je parle pour moi et évidemment pas pour mes confrères et consoeurs. Pour ce qui me concerne, globalement on peut dire 3 à 5 ans. Sachant que j'ai des moyens de préciser s'il s'agit du court terme, c'est-à-dire dans les 6 mois, s'il s'agit du moyen terme, entre 6 et 24 mois, ou s'il s'agit pour moi du plus long terme, entre 24 et 5 ans. Pour ce qui concerne la santé, j'ai des flashs plus longs, plus précis sur la longueur. Bien souvent, pour des maladies, notamment des maladies graves, ça peut être 10 ans à l'avance. D'accord. Il y a une raison, c'est que dans ces cas-là, on peut être amené à intervenir en préventif si on connaît la réalité d'une maladie. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un fume et fume beaucoup, si effectivement dans mes flashs j'ai une notion de cancer du poumon, cette personne a encore le choix d'arrêter de fumer et peut éviter son cancer du poumon. Oui, tout à fait. Donc là, le but, c'est d'être dans le préventif. Malheureusement, les personnes auxquelles on fait ce type de prédiction, parfois se disent « bon, je verrai ça plus tard ». Oui, on n'écoute pas forcément. Non, pas forcément. D'accord. C'est une des limites de la voyance, la volonté de l'autre. Oui. Et quel est le but d'une consultation de voyance? Alors, moi je trouve que quand on fait une consultation de voyance, c'est pour faire les bons choix, c'est pour prendre les bonnes décisions. Et il ne faut pas attendre d'un voyant qu'il dise, voilà, votre avenir est figé, il va vous arriver ça, vous aurez 5 enfants, un mariage, vous serez heureux toute votre vie et tout ira bien. Voilà, la voyance, ça n'est pas ça. La voyance, c'est comme un peu une lumière qui éclaire le chemin et qui permet de prendre les bonnes décisions. Quand on appelle un voyant, il vous répond, voilà, si vous faites jaune, vous aurez telle conséquence, si vous faites rouge, vous aurez telle conséquence. À vous de choisir. Il ne faut pas oublier que l'avenir est orchestré de la façon suivante. Il y a quand même 50% de libre arbitre, c'est-à-dire la volonté de la personne. Le consultant et l'être incarné n'est pas un pantin. Il y a 25% d'hérédité, c'est-à-dire ce qui me vient de ma famille, mon éducation, ma moralité, et 25% de destin pur. Et les prédictions de voyance vont intervenir dans le cadre de ces 25% de destin pur. D'accord. Il y a des grandes tendances déterminées, c'est-à-dire le jour de la naissance, le nombre d'enfants, le mariage, le nombre de conjoints, la profession exercée, voilà, des grandes tendances de déterminer, mais ce qui est surtout demandé à la personne qui s'incarne, c'est de réussir ses épreuves et de progresser. D'accord. On ne progresse pas dans la facilité. Il faut bien comprendre ça. L'âme progresse si elle est soumise à épreuve. Les vies de repos ne sont pas des vies où l'on progresse. D'accord. Et pourrait-on savoir qui sont vos consultants? Mes consultants sont de tous horizons socio-professionnels. Au-delà de ça, force est de constater que aussi les détracteurs sont des consultants. Des détracteurs officiels comme les politiques, comme des personnes travaillant pour la justice, des services d'État, des entreprises, beaucoup de personnes dont on pourrait difficilement imaginer qu'ils consultent des voyantes. Oui, c'est vrai. Et par rapport à la légalité, comment considérez-vous votre profession? Alors moi j'ai toujours considéré que cette profession devait être moralisée. C'est la raison pour laquelle j'ai adhéré à l'INAD, qui est un organisme de protection à la fois des consommateurs, mais également des voyants, qui a pour but effectivement de moraliser cette profession. J'y ai signé une charte de déontologie qui est également sur mon site internet, et j'exerce mon activité comme toute activité professionnelle en ayant des déclarations fiscales légales,
L'ennemi de la voyante honnête est la personne qui pratique la voyance sur sa table de cuisine à la petite semaine et en se faisant payer au noir. Je suis contre ça et je me bats, depuis que j'exerce cette profession, contre ce type de pratique. D'accord. Et comment expliquez-vous le fait que certaines voyantes et voyants ont des problèmes avec la justice ? Alors, ceux qui ont des problèmes avec la justice, c'est bien souvent, je dirais que dans 98% des cas, parce qu'ils pratiquent des travaux occultes. C'est-à-dire que les travaux occultes, c'est de la magie, de la sorcellerie, tout ce que vous voulez. C'est vendre à des consultants le fait que, en payant quelque chose, cher d'ailleurs, bien souvent, ils vont avoir un résultat. Donc ça, moi, je m'insurge contre ça. Je me bats contre cette réalisation de travaux occultes. Et surtout, j'engage les personnes qui ont besoin d'aide d'avoir recours à la prière. C'est strictement la même chose. Ça aura le même effet et ça ne coûte pas un centime. Oui, c'est vrai. Partant de là, est-ce acceptable de demander à un voyant de porter chance ou de prier pour que quelque chose arrive ? Certains de mes consultants ont constaté que les voyances avaient un effet déclencheur. Cela s'appelle la synchronicité. On remue des énergies au niveau astral en allant interroger. C'est tout à fait logique, c'est-à-dire que quand on va interroger en haut, ça remue des choses. Et le fait de remuer fait que sur Terre, les événements peuvent être accélérés. Donc ça, c'est même pas la peine de le demander, c'est de fait. Et c'est grâce à personne, c'est comme ça, c'est tout. Ensuite, le fait de demander à un voyant de porter chance ou de prier, quand même, quand on veut quelque chose, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, j'ai tendance à dire, un consultant qui me dit « priez pour moi », je vais lui répondre « commencez déjà à prier vous-même », parce que quand même, c'est le minimum, je dirais. Cela étant, il m'arrive, et même souvent, de prier pour mes consultants, sans qu'ils n'aient réellement besoin de me le demander. D'accord. Si je sens, enfin aussi, si pour moi des épreuves sont lourdes à porter, je prie et je demande qu'elles soient adoucies. On va dire ça comme ça. Mais je demande, c'est pas parce que je demande que ça va être accepté. Oui. Je sais qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, qui est la spiritualité. Oui. Vous avez donc souhaité l'évoquer avec moi. Donc ma première question est, à qui s'adressent les prières ? Alors, les prières s'adressent à Dieu, au Créateur, au Divin, au Grand Tout, à la lumière divine. Oui. Et il y a une chose importante, c'est que les prières, ce sont des mots mis bout à bout qui ont un rythme et qui ouvrent un espace vers Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi le verbe qu'on trouve dans les évangiles, dans les textes sacrés, quels qu'ils soient. Maintenant, prier, c'est pas être assuré d'avoir une réponse positive. Prier, c'est demander. On aura une réponse positive pour peu de la mériter. Oui. Ma deuxième question est donc, pouvez-vous nous parler de cette notion de croyance ? Alors, être médium, c'est capter des esprits, les entendre ou les voir, comme je l'ai dit. Si on capte des esprits, à un moment ou à un autre, on est confronté à la foi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les imaginer accrochés à un fil à linge. Il y a évidemment autre chose, plus grand, plus immense que simplement ces esprits que nous captons. Ces esprits qui sont là pour nous aider à progresser, pour faire évoluer notre âme. Ils ont une mission d'importance prépondérante pour nous. D'ailleurs, moi ce que j'ai constaté, c'est que souvent, ils vont nous amener vers des lieux où nous pouvons nous ressourcer. Ça peut être des églises, mais ça peut être des lieux dans la nature, ça peut être des lieux architecturaux anciens, mais ils nous mènent où nous devons aller. Très bien.
Si on devait résumer votre activité à une phrase, quelle serait-elle? Aider mes consultants à progresser et faire le bien dans le respect des individualités. D'accord. Catherine Doxy, je vous remercie pour cette interview. Et une petite question, comment peut-on faire pour vous consulter? Alors, je consulte de 3 façons, soit en cabinet à proximité de Lannion, soit par téléphone, soit en visiovoyance, directement sur mon site internet www.catherinedoxy.com, mon numéro de téléphone étant le 02 96 38 04 52. Très bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous et bonne journée aussi. Merci.